Bonjour. Alors, comme toutes les bibliothécaires de France, nous sommes confinés, nous aussi, et nous travaillons. Et pour occuper vos petites journées, nous avons décidé de vous proposer un feuilleton sur le cartographe des Indes boréales d'Olivier Truc. Nous remercions à cette occasion les éditions Métayer. Chapitre 1. Première partie, 1628. On était au milieu de l'après-midi quand une clameur immense s'éleva des îles alentours. Isco d'Etcheverry oublia un instant la petite fille à ses pieds. La rumeur se répercuta sur les flots, bouscula les barques, rebondit des façades de la cité aux falaises où le jeune garçon se tenait, se nourrit de chaque murmure. Paysannes, soldats, vendeuses, nobles, artisans, tous balayés par la vision étincelante, tous agitant un chapeau ou un mouchoir d'un même élan. Et le grondement enflé, virevolté. Jamais Isco n'avait ressenti une telle ferveur. Au retour des pêcheurs, peut-être, même pas. Et pourtant, moi, le premier, je prie chaque seconde quand les voiles s'annoncent à l'entrée du golfe de Biscaye. J'ai appris à maudire le vent qui ne pousse pas les navires assez vite vers moi. J'ai appris à le supplier de ramener mon père en vie sans le faire chavirer au dernier moment. Mais rien de comparable à maintenant. Tant d'attentes, tant d'espoir, tant de fierté. Il frissonna, tous les sens en éveil, s'ouvrant à la vague qui le traversait, pour emporter les autres et revenir plus forte encore. Il n'osait pas crier sa joie, pour ne pas effrayer la fillette, mais sa poitrine se gonfla d'émotion. La clameur tournoyait, fusait, à croire qu'elle allait elle-même gonfler les voiles du vaisseau magnifique, orné d'une centaine de sculptures en bois aux peintures éclatantes. Le Vasa, majestueux et terrible, quittait enfin la berge du château où il avait été amarré depuis la fin du printemps pour y charger les canons de l'arsenal. Le drapeau flottant au fait du navire n'était pas le sien, mais Isco ressentit la même exaltation que s'il avait été suédois. Il prit la fillette sur ses genoux et lui montra le bateau. Regarde, il est à toi. La petite fille aux yeux bleus, bientôt 2 ans, avait un visage chafouin, encadré de fines boucles châtain clair. D'un air buté, elle ignora le bateau, mais tira les mèches d'Isco. À 13 ans, le jeune garçon portait les cheveux mi-longs, épais et ondulés, qui se séparaient en deux au milieu du front pour couvrir ses tempes et ses oreilles. Ils étaient plus foncés que ses yeux, souvent graves, qui avaient l'éclat de la châtaigne tout juste tombée au pied de l'arbre. Son nez, droit et fin, répondait parfaitement à l'alignement régulier de sa bouche aux lèvres charnues. La fillette tira jusqu'à obtenir la grimace qu'Isco lui concéda. Elle rit. Alors elle consentit à regarder le bateau. Le Vasa glissait le long de Stockholm, venant dans leur direction, vers l'île située juste au sud de la cité. Ah, les braves gens, s'exclama Frédéric. Il faut dire qu'ils n'ont guère l'occasion de se réjouir. Mais regardez ces splendeurs, ces sculptures des gloires grecques et romaines. La Méditerranée vient à nous sans qu'on quitte la Baltique. Ah, qu'il est beau et bon d'être suédois en ce jour. Isco regardait le Suédois, Fredrik Ekeblad, crinière blonde retenue en catogan, visage puissant barré d'une blessure encore fraîche à la tempe, un parfait modèle pour une sculpture du Vasa. Ekeblad affichait un air attendri inhabituel pour un colonel d'artillerie et conseillait à la chancellerie. Avec son habit de drap et de soie, les boutons de porcelaine de Chine à tête de dragon qui ornaient les boucles de ses chaussures et son chapeau noir à large bord, il respirait la personne de goût ayant voyagé. Son aisance, tout autant que le regard satisfait qu'il portait sur ce qui l'entourait, suffisait à signaler l'homme de pouvoir, de ceux qui définissaient les règles pour les autres. Et moi, je suis assis à ses côtés, comme si je portais moi-même un habit de soie. Le jeune garçon se redressa. La fierté du Suédois devenait la sienne. Que Dieu bénisse votre père, Isco, dit Frédéric. Sans lui, je n'aurais pas assisté au baptême de ce galion dont les voiles porteront le renom de mon roi Gustave II Adolphe sur les mers et les océans. J'ai pitié de ceux qui songeaient à s'opposer à sa magnifique destinée. Les Polonais et les Danois n'ont qu'à bien se tenir. Isco surprit un mouvement sur un coin de la bouche de son père qui se transforma en fossette sur sa joue gauche. Une ébauche de sourire qui trahissait la gêne. Tel était son père, un homme qui jamais ne tremblait,
mais un homme de peu de mots, trop taiseux, trop fier, trop capable de tout dire d'un regard. Comme lui, Isco avait pris l'habitude de s'exprimer avec parcimonie. Il écoutait, contemplait, et cela lui convenait. Regardez-le. Quelle prestance, reprit Freddy Quequeblade. Gageons que sa seule silhouette découragera les navires ennemis quand il escortera nos troupes en route pour la Pologne. Entouré de dizaines de petites barques, le Vasa, alliage de force et de beauté, longeait lentement l'île de Stockholm, venant vers eux, relançant la ferveur des gens qui les entouraient. Son père, Pasquale d'Echeverri, chasseur de baleines, harponneur de légende, grâce à son adresse, à son courage et à son intelligence, avait sauvé la vie de Freddy Quequeblad quelques mois auparavant. Il avait détourné sa chaloupe pour lui porter secours alors que le Suédois se débattait avec d'autres marins jetés dans l'eau glaciale des mers arctiques du Spitzberg après l'attaque d'un corsaire anglais. La situation était absolument chaotique, Isco. Quel courage a eu votre père d'ainsi braver les Anglais. Et ce froid, mon Dieu, ce froid. Pasquale, comme à son habitude, avait minimisé son intervention. Les Anglais ne m'auraient pas fait grand-chose. Ils ont tout autant besoin des harponneurs basques que n'importe qui d'autre. Vous faites votre modeste, Pasquale. Je vous reconnais bien là. Mais trinquons quand même, dit-il en portant à ses lèvres une pinte de bière. Il la reposa bruyamment sur la table en chêne. Le bruit fit sursauter la fillette qui cria sa peur. Allons bon, notre future reine a l'oreille sensible. Isco la prit dans ses bras et lui parla en français en lui soufflant sur le nez, ce qui la fit bientôt rire. Pasquale, votre fils a un don avec notre petite Christina. Je ne connais pas grand monde capable de la dérider ainsi. Isco s'attira aussitôt le regard acéré d'un homme sec et sévère, rabougri même, qui restait debout en marge de leur petit groupe, habillé d'une longue robe noire boutonnée par le devant et d'un simple col blanc, dont deux courtes langues parallèles tombaient sur la poitrine, un bonnet de tissu également noir sur la tête. Le moindre geste du pasteur Paulinus Lenaeus, sec, vif, exprimait la dureté de sa conscience. N'ayez donc crainte, monsieur, ce jeune hérétique ne pourra pas convertir Christina au catholicisme simplement en lui soufflant dessus. Et puis nous sommes bien entourés. Des soldats de la garde formaient un cordon à quelques pas d'eux, mais les laissaient tranquilles, car outre la soldatesque, une poignée de jeunes filles bien mises, des nourrices chargées de veiller sur la petite, passaient gaiement le temps en écoutant les allusions graveleuses des soldats les plus intrépides. Isco évita de regarder le pasteur. Eh bien moi, je vous dis que ces Français représentent la pire engeance, ni plus ni moins. Vous avez raison, monsieur, mais celui-ci m'a sauvé la vie, et aujourd'hui est jour de fête et de gloire. Paulinus Lanaeus ne perdit pas pour autant son air fiévreux, les yeux enfoncés dans les orbites et la peau fine sculptant les os du visage. Par politesse pour le colonel, Isco ne soutint pas le regard du pasteur et le reporta sur le lac. Le lourd navire continuait à venir vers eux, poussé par un léger vent du nord. L'air était doux, le soleil ne brûlait pas mais renvoyait les mille éclats des sculptures flamboyantes. Isco avait cessé de souffler sur le nez de Christina pour lui donner son pouce à sucer. Elle s'endormit enfin, s'affaissant dans son panier en osier rempli de coussins brodés. Je sais bien ce que vous pensez, monsieur, mais nous avons laissé Christina à la garde d'Isco sur décision royale, vous le savez. En remerciement de l'action de son père qui, malgré mon insistance, a refusé toute récompense. Sans le vouloir, Isco, tu inventes la diplomatie du coup fin. Fredrik Ekeblad rit de son bon mot. Il répéta sa trouvaille à un autre spectateur assis près de lui, un homme au ventre proéminent surmonté par une épaisse barbe taillée en rond à l'ancienne mode, de telle sorte qu'il n'était que rondeur par quelque côté qu'on le regarde. Les deux hommes s'exprimaient en suédois, mais Fredrik avait présenté le rond comme un marchand hollandais renommé de Stockholm, Nicolaes Colwert, membre éminent de la Chambre du commerce d'Amsterdam. Il est de ceux qui font la pluie et le beau temps ici, avait dit Fredrik en aparté à Pasquale, tant il est vrai que les Hollandais disposent de cet argent qui nous fait défaut. C'est son navire qui a été coulé par les Anglais au Spitzberg, mais il en compte d'autres et son argent nous est bien utile, n'est-ce pas, monsieur reprit-il à l'adresse du pasteur.
Le pasteur Lénaeus ne broncha pas, continuant à tenir Isco et Pasquale à l'œil. Le Vasa était parvenu au pied de leur falaise et s'apprêtait à virer vers l'est pour longer la grande île où ils se trouvaient. Le Hollandais se leva, imité par Frédéric et les autres. Frédéric et Queblade trépignaient d'impatience, parlant fort, prenant ses compagnons à témoin de la puissance qui défilait à leurs pieds. La princesse se réveilla en sursaut, cria. Je la mets à l'écart pour ne pas l'effrayer, proposa Isco. Bonne idée, s'exclama Frédéric. Aujourd'hui, que rien ne freine nos cris de joie et de fierté. Isco s'éloigna du tumulte et emporta le panier quelques pas en contrebas, le posa et s'accroupit à côté pour suivre le premier voyage du Vasa. Il redonna son pouce à Christina, qui se rendormit aussitôt. De sa place, Isco voyait le pont supérieur. Des femmes et des enfants couraient sur le pont. Il pensa qu'il ne pouvait pas faire partie de l'équipage. Bien sûr, à 13 ans, lui s'était embarqué au départ de Saint-Jean-de-Luz sur la Jehanne, un navire de 120 tonneaux armé de 6 canons et de 2 pierriers pour sa première campagne de pêche à la baleine dans les eaux du Spitzberg. Il avait tenu son rôle de mousse, toujours prêt à grimper au mât, même par les pires coups de vent, sans jamais manquer de retourner chaque demi-heure le sablier indispensable pour calculer la route. Mais ses enfants étaient bien trop jeunes. Et puis, on n'embarquait sûrement pas de femmes sur un tel navire. Non, la place des femmes était à terre, comme sa mère. Alaya les attendait depuis si longtemps. C'est elle seulement si nous sommes en vie. Peut-être les marins meurent-ils à chaque départ pour que leur absence reste supportable à ceux qui restent. Isco se souvint des départs de son père auxquels il avait assisté. L'avait-il vu mort à chaque fois? Comment parlait-on à un mort? Arrivés au pied de la falaise où se trouvait Isco, les marins commencèrent à hisser 4 lourdes voiles. Par les sabords, les canons tirèrent des coups d'honneur pour le plus grand plaisir de tous. Christina se réveilla de nouveau et pleura. Isco la rassura, lui donnant encore son pouce, et déplaça le panier de quelques pas un peu plus à l'abri, derrière un buisson dont les branchages épais atténueraient le bruit. Isco avait du mal à suivre le navire. Il dénoua le long tissu rouge qui lui cintrait la taille et enveloppa le panier d'un voile protecteur et posa par-dessus sa cape. Il jeta un coup d'œil inquiet vers les hauteurs. Personne ne venait. Il jeta un œil encore sur le couffin. Christina s'était rendormie. Il se décida et dévala le sentier qu'il avait repéré en contrebas. Ébloui, il s'arrêta alors que le Vasa passait juste à ses pieds. Je pourrais sauter et atterrir sur le pont. Il ferma les yeux un instant, caressé par la brise, imagina qu'il volait vers le navire. L'idée lui donna le vertige. Il s'accrocha à une branche de peur de céder à une pulsion. Le tumulte qui régnait sur le pont le fascina. Les marins ahanés, à hisser les lourdes voiles que le faible vent du nord peinait à déployer. Le capitaine s'égosillait. Femmes et enfants couraient d'un côté à l'autre, riant, oubliant pour un court moment leur vie à terre. L'attention d'Isco fut attirée par un jeune couple qui se tenait dans un recoin à côté du lourd escalier de bois qui montait sur le pont supérieur. Il ne se réjouissait pas, regard à l'affût. L'homme entourait la jeune femme, vêtue d'une robe et d'un voile vert de ses bras protecteurs. L'image de la femme, main jointe sur sa poitrine, émut Isco. De loin, elle ressemblait à la Vierge des icônes qui peuplait ses journées d'études auprès de Fer Elizondo, à la chapelle des franciscains de Saint-Jean-de-Luz. Autour d'eux, les gens se pressaient. Une femme portait de la bière aux marins. L'effort et la chaleur épongeaient leurs forces. Adossé à un mât, un homme semblait insensible aux mouvements qui l'entouraient, le visage tourné vers le pont supérieur ou peut-être vers l'escalier. Isco sentit un frémissement. Le bateau commençait à tanguer. Un vent soudain venait enfin de s'engouffrer dans les voiles. Le bateau allait pouvoir s'épanouir. Isco approcha encore du bord, suivant le Vasa qui s'éloignait sur sa droite. Il serra les poings en apercevant le navire penché sur tribord. Isco n'avait rien d'un marin avisé, mais ce ne pouvait être normal. Le Vasa se redressa pour basculer de l'autre côté, sur bâbord, avec plus d'amplitude encore. Le léger vent qui lui soufflait au visage était maintenant d'une toute autre force au pied de la falaise. Isco entendit des cris en provenance du navire. Le Vasa ne se redressait plus.
À bientôt.